Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des coulisses de la vente. Aujourd'hui, nous allons parler d'un biais cognitif bien connu, l'effet de halo. Dans un premier temps, nous allons définir cet effet, puis voir dans quel cas il s'applique, et enfin, comment s'y adapter. Pour commencer, répondons à la question suivante. Qu'est-ce qu'un biais cognitif ? Eh bien, c'est un piège que le cerveau tend à notre pensée. Et oui, notre cerveau n'est pas toujours l'allié que nous pensons. Il peut nous mettre dans des situations délicates. Qui n'a jamais eu un mot malheureux ? Qui n'a jamais pensé puis dit une grosse bourde alors qu'il aurait mieux fait de se taire ? Eh bien, le responsable, c'est notre cerveau. Il fait des raccourcis, des associations d'idées en se basant sur nos expériences connues. Notre cerveau est un contrôleur paresseux qui peut laisser passer des énormités. Un peu comme on laisse passer des spectateurs sans billets au Stade de France un soir de finale de Ligue des Champions. Mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant que nous savons ce qu'est un biais, intéressons-nous à ce biais si singulier qu'est l'effet de halo. Il a été identifié dès 1920 par le psychologue américain Edward Thorndike. Il désigne notre tendance naturelle, lorsque nous cherchons à établir notre jugement sur un individu, à laisser notre attention se porter sur une ou plusieurs caractéristiques marquantes, celles qui rayonnent et viennent colorer l'entière perception que nous avons de lui. C'est pour cela que l'on parle d'un halo. Il peut être aussi bien positif que négatif. Cela revient concrètement à nous reposer sur des stéréotypes pour établir notre opinion ou notre jugement. Ce qui peut être trompeur, surtout dans le business. Car tirer des conclusions hâtives au bout d'une heure passée avec quelqu'un en se basant sur certaines caractéristiques, c'est à double tranchant. En voici certaines qui impactent souvent notre perception. Les caractéristiques physiques, grand, petit, visage rond, visage allongé, blond aux yeux bleus. Les caractéristiques vestimentaires, accessoires inclus. Costume, tailleur, jean basket, lunettes, montre. Votre manager peut vous inciter à y être sensible. Vous savez, quand il vous dit « Regarde ses chaussures », cela t'en dira beaucoup sur lui. Personnellement, une paire de chaussures ne m'a jamais parlé. Ou bien, regarde s'il a une jolie montre. Si c'est le cas, tu tiens ton icebreaker. Ou encore, observe ce qu'il y a sur son bureau. Des photos, des objets. S'il est bien rangé, c'est une personne organisée. Bref, vous vous prenez pour le mentaliste et vous foncez droit vers le piège du stéréotype pour établir votre opinion. Une directrice générale en jean basket travaille forcément dans une start-up ? Un directeur financier avec la photo d'une Porsche accrochée au mur est forcément une personne qui aime les voitures ? Notre cerveau, ce contrôleur paresseux, au lieu d'être en éveil sur le verbal, le non-verbal, l'attitude de notre interlocuteur, eh bien il se raconte sa jolie histoire bourrée de stéréotypes, et cela dans le but de ne pas trop se fatiguer. Alors que notre directrice générale en jean basket, croisée sur un salon, travaille peut-être dans une société artisanale. Notre directeur financier nous a peut-être reçus dans un autre bureau, le sien étant en travaux, et n'aime pas forcément les voitures, mais plutôt le vélo. Toutes les présuppositions que nous faisons nous empêchent de nous concentrer sur l'essentiel, la découverte de notre interlocuteur. Et c'est partant de ces clichés que nous allons bâtir une relation commerciale avec lui ? Ne vaudrait-il pas mieux nous intéresser réellement à notre interlocuteur, au lieu de présupposer et de rentrer au bureau en disant « C'est bon, avec le prospect on a accroché. On a parlé 20 minutes de sa passion pour les belles montres, il veut une propale sur notre nouvelle offre. » Rien ne nous trompe autant que notre jugement, disait Léonard de Vinci. De la même manière, vous pouvez être victime de l'effet de halo. Car le cerveau de votre interlocuteur fonctionne de la même manière que le vôtre, sauf si l'un de vous est un reptilien venu envahir la planète Terre. Vous devez donc œuvrer pour diminuer au maximum une partie de ce risque. Comment ? En neutralisant au mieux les caractéristiques les plus visibles, comme par exemple votre tenue. En effet, celle-ci pourrait mener votre interlocuteur à avoir un jugement négatif envers vous. Pour ce faire, il peut y avoir plusieurs approches. À vous d'utiliser celle qui vous convient le mieux. Il y a le déguisement, la tenue classique, ou bien « venez comme vous êtes », sans aucune allusion au slogan d'un fast-food américain. Le principe du déguisement, c'est de s'adapter au secteur d'activité de votre prospect et d'adopter les codes de votre interlocuteur. Comme vous le savez, en préparant votre rendez-vous, vous aurez accès à énormément d'informations. Ainsi, vous pourrez vous fondre dans l'environnement de votre prospect. En choisissant cette approche, votre objectif est qu'il vous prenne pour l'un des siens. Si vous avez rendez-vous avec le fondateur d'une start-up composée de développeurs,
et que cette personne est elle-même un ancien développeur, que sa photo de profil le montre en t-shirt, vous pouvez adopter une posture décontractée. Le risque est que vous ne soyez pas à l'aise dans ce costume, cet accoutrement, que le prospect le sente et que tout cela sonne faux. Il se peut également que si vous êtes conseiller en financement et que votre prospect vous voit arriver en jean basket, alors que sa représentation de votre métier est le costume cravate, l'effet de halo penche du côté négatif. Le deuxième choix, c'est la tenue classique du commercial. Costume chemise pour les hommes et son pendant pour les femmes. C'est l'option passe-partout. On ne reprochera jamais à un commercial d'être bien habillé. La dernière option est de venir comme vous êtes. C'est de loin mon option préférée. Nous sommes tous uniques. Être unique, c'est être différent, c'est être soi. Être soi, c'est montrer qu'on s'assume, qu'on a confiance en soi, qu'on croit en soi. Croire en soi, c'est le premier pas. Le deuxième, c'est croire en son offre. Si on croit en les deux, alors on aura plus de chances de convaincre notre prospect. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelque temps, j'avais un rendez-vous avec un prospect. Ce jour-là, ma tenue vestimentaire était très simple. Jean foncé, pull bleu marine, sneakers aux pieds. Lorsque je suis entré, j'ai bien évidemment regardé sa tenue. Il était en costume. Il a dû en faire de même. Comme j'étais venu pour comprendre en quoi je pouvais lui être utile, j'ai réalisé ma découverte, sans plus m'attarder sur le décalage des styles. À la fin de l'entretien, nous nous mettons d'accord sur le tarif et la date de démarrage. Quelques semaines plus tard, lors d'un rendez-vous avec ce prospect devenu client, je me présente à son bureau en costume chemise. À peine avais-je franchi la porte qu'il me dit « Tiens, Vartan, tu mets des chemises ?» Interloqué, je lui réponds « Oui, mais juste pour toi. » Il éclate de rire et nous poursuivons notre échange autour des codes vestimentaires des commerciaux. Il m'avoue que lors de notre premier échange, ma tenue ne lui avait pas plu et qu'il s'était dit « C'est quoi ce type ?» Il poursuit en m'indiquant que lors de notre discussion, il s'était senti écouté, compris, qu'il avait eu le sentiment d'avoir affaire à un expert. Finalement, le meilleur moyen de diminuer l'effet de halo en rendez-vous, c'est l'écoute. Et, bien évidemment, l'effet de halo ne se limite pas aux caractéristiques physiques, vestimentaires ou accessoires. Le langage, les expressions, la manière de se tenir, le lieu d'habitation, les activités pratiquées peuvent également nous faire présupposer plein de choses sur une personne. Vous pouvez choisir de vous déguiser, vous pouvez choisir la tenue classique, ou alors vous pouvez choisir de venir comme vous êtes. Les approches se valent. Mais le plus important, c'est de vous intéresser réellement à votre interlocuteur, à son projet, à ses ambitions, afin de comprendre son besoin, sa problématique. Je conclurai sur quelques mots du Dalai Lama. Lorsque vous parlez, vous ne faites que répéter ce que vous savez déjà. Mais lorsque vous écoutez, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau.